les essais de phase 1 et phase 2 ont montré que ces inhibiteurs étaient efficaces en termes de réponse partielle, taux de réponse partielle que vous avez là, avec certains inhibiteurs qui sont plus efficaces que d'autres, notamment le vondatanib et le cabozantinib. Alors ces inhibiteurs dans les phases 2, que ce soit dans le cancer médulaire ou d'autres, donnent des effets secondaires. Vous avez là le dos d'une personne traitée par vondatanib. C'est l'action inhibitrice de GF récepteurs qui provoque des nécroses des follicules pileux qui s'infectent et qui donnent ces aspects d'acné qui sont assez répugnants. Donc ces inhibiteurs de kinase donnent tous des effets cardiovasculaires par leur action anti-angiogénique, de l'hypertension notamment. Ils donnent tous de la diarrhée, ils provoquent tous de la fatigue, perte de poids, des toxicités cutanées qui sont variables selon l'inhibiteur. Vous pouvez avoir de la folliculite comme ça, vous pouvez avoir des raches cutanées, vous pouvez avoir des syndromes mains-pieds qui peuvent être très handicapants. Et ces toxicités sont significatives puisqu'elles provoquent des réductions de dose chez jusqu'à 2 tiers des malades et l'arrêt des traitements définitifs jusqu'à 1/4 des malades. Donc c'est des médicaments qui sont en fait toxiques, qui ont une toxicité différente de celle de la chimiothérapie, mais qui ont une toxicité certaine. À partir des essais de phase 2, 2 essais de phase 3 ont été conduits, l'un avec le vondatanib et l'autre avec le Lixel 184 qui s'appelle maintenant cabozantinib et qui ont été tous les deux positifs. Alors vous notez que ces essais ont été effectués chez 330 malades, ce qui est pas mal compte tenu de la rareté de la maladie. Le vondatanib. Donc c'est une molécule développée par AstraZeneca. Là, on a le père de la molécule là, qui est Laurent, qui est une petite molécule et qui en cristallographie, on a très bien montré qu'elle s'insérait dans la poche enzymatique de la protéine RET, qu'elle soit sauvage ou mutée. Un des mécanismes de résistance à cette molécule, c'est les mutations 804, qui code pour un acide aminé qui est à l'entrée de la poche enzymatique et qui empêche le vondatanib de rentrer en cas de mutation dans cette poche enzymatique. Donc c'est des études qui ont été assez élégantes. Dans les années 2000, on était à la recherche de molécules efficaces et on était voir AstraZeneca pour leur demander de mettre à disposition des malades le vondatanib, des malades atteints de cancer médulaire de la thyroïde, qui n'était à l'évidence pas une priorité pour l'industriel. Donc ils nous ont demandé de montrer que vondatanib pouvait être efficace dans le modèle des cancers médulaires de la thyroïde. Et donc on a fait des expériences chez l'animal avec des greffes chez des souris nues de tumeurs portant des oncogènes RET activés et on a montré que le vondatanib empêchait la croissance tumorale de manière extrêmement efficace en inhibant l'activité protéine kinase. Là, vous avez les souris nudes, non traitées et traitées, où la différence est évidente. Puis un autre modèle qui est le modèle de l'œil de drosophile. C'est un œil au microscope. Les drosophiles qui sont transgéniques pour RET ont des yeux qui sont anormaux, mais quand ils sont traités par vondatanib, l'œil redevient normal, montrant bien que, in vivo, le vondatanib supprime l'activité de RET. Donc ceci a permis d'avoir accès au vondatanib pour des essais thérapeutiques. Le premier essai thérapeutique, une phase 2, était faite en 2005, était positive. 30 malades ont été inclus. Et voilà les résultats. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un waterfall plot. Là, c'est le point de départ. Tout ce qui est en dessous, c'est
en moins, tout ce qui est au-dessus, c'est en plus. Et vous voyez que la majorité des malades, tous les malades même, ont eu un bénéfice clinique de ce traitement dans cette phase 2, qui mesure donc le taux de réponse. Cet essai positif a conduit AstraZeneca à mettre en place un essai de phase 3, qui s'appelle l'essai Zeta, qui inclut 331 malades qui ont été randomisés entre Vendétanib, 2 malades, ou placebo, 1 malade. Et en cas de progression dans le bras placebo, les malades avaient accès au Vendétanib, donc ce qu'on appelle le crossover. Le placebo a été utilisé comme traitement contrôle parce qu'il n'y avait pas de traitement efficace à l'époque des cancers médulaires, métastatiques et progressifs. Le résultat, c'est que 44% des patients ont une réponse partielle, ce qui était énorme pour nous. La chimiothérapie donnant des réponses partielles dans moins de 5% des malades. Et puis surtout que la survie sans progression, c'est-à-dire le temps entre le début du traitement et la progression, est augmentée de manière considérable, de 19 mois dans le groupe placebo à plus de 30 mois dans le groupe traitement. Donc le fait que cette progression, cette survie sans progression soit autant allongée laisse prédire que le Vendétanib améliore la survie globale de ces malades. Le problème, encore une fois, c'est les effets secondaires liés à ces différentes cibles, la diarrhée, les rash, la folliculite, la nausée, l'hypertension, la fatigue. Un effet secondaire qui est assez spécifique du Vendétanib, c'est l'allongement de l'intervalle QTC qui prédispose aux torsades de pointe et qui fait peur un petit peu à tout le monde, avec un taux d'arrêt pour toxicité de 13% dans toute l'étude. Vous voyez que la durée médiane de traitement est de 21 mois, ce qui est très long. Très long. Ce qui veut dire que les bénéfices en termes de survie sans progression, en termes de réponse tumorale, sont prolongés. Ce qui veut dire également que le coût du traitement est important. Parce que ce traitement est commercialisé à 4 700 € par mois, ce qui fait que quand on donne 21 mois de traitement, ça fait des coûts qui sont astronomiques. Alors, ensuite, on a regardé quels étaient les malades qui profitaient le mieux de ce traitement, le forest plot, et on s'aperçoit que tous les sous-groupes examinés en bénéficient. Et même que les malades qui avaient des mutations RET en bénéficient, mais ceux qui n'avaient pas de mutation RET en bénéficient de la même manière. On parle de biomarqueurs, et vous voyez que les biomarqueurs, c'est pas très brillant. Et pour le cancer médulaire, comme pour la majorité des cancers, il n'y a pas de biomarqueurs, malheureusement, qui permettent de dire monsieur un tel a une tumeur et a des biomarqueurs, il va répondre, et madame un tel a la même tumeur, a des biomarqueurs différents, elle ne va pas répondre. Ça n'existe pas actuellement. Ça n'existe pas actuellement. Alors une chose intéressante également, c'est que la taille de la tumeur n'est pas liée à la réponse tumorale, au bénéfice. Donc le concept classique de la cancérologie qui dit il faut traiter les malades le plus tôt possible quand les tumeurs sont toutes petites parce qu'elles répondront mieux que les tumeurs grosses, ne s'applique pas à l'utilisation des inhibiteurs de kinase. On a aussi un effet qui est intéressant, c'est sur l'aggravation des douleurs. Et Vendétanib retarde l'aggravation des douleurs en cas de métastase osseuse. Donc on a un effet sur la survie sans progression, un effet antitumoral et un effet également symptomatique sur la qualité de vie. Et là, j'ai plusieurs malades qui ont retrouvé des vies totalement normales. Totalement normales. Quelques exemples, un médecin qui était perclus de douleur à cause de ses métastases, traité par Vendétanib depuis 2007, s'est remis à travailler et fait des remplacements de médecins de campagne normalement. Une autre, une dame qui avait des métastases hépatiques, qui progressait doucement,
bon, qui attendait en fait la fin, traité par Vandetanib, réponse partielle majeure, moins 80% de ses masses tumorales, qui a refait sa vie avec un autre monsieur. Donc il y a des exemples sympathiques. Hein, sympathiques. La survie globale. La survie globale. On ne peut pas montrer d'effet d'un traitement, même très efficace sur la survie globale, quand le dessin de l'étude comporte un crossover. Parce que tous les malades inclus dans l'étude, bras traitement ou bras placebo, à la fin de l'étude, vont avoir reçu le traitement. Donc, comme attendu, il n'y a pas d'effet sur la survie globale. Ce qui n'empêche que ce traitement est très efficace. Donc le fait de ne pas pouvoir montrer d'effet sur la survie globale ne veut pas dire que ce traitement ne sert à rien. Alors, vous vous rappelez, on est parti de VEGF récepteur, inhibition, analogie avec RET, et puis on est parti dans un deuxième temps sur l'inhibition de RET et donc l'application au cancer médulaire de la thyroïde. On essayait de démontrer qu'il y avait une relation entre la présence d'une mutation RET et l'efficacité thérapeutique. Donc on a recherché l'existence des mutations RET dans les tumeurs. Et donc 155 malades avaient des mutations RET démontrées, et puis un certain nombre, 79, n'avaient pas de mutation RET mise en évidence. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que la présence ou l'absence de mutation RET n'est pas liée à la réponse tumorale, ni en termes de survie sans progression, ni en termes de réponse objective. Donc, l'hypothèse de départ qui était de dire on utilise un inhibiteur de RET pour traiter ces malades, la pratique montre que c'est une hypothèse intéressante, mais qui n'est pas confirmée par les faits. Pas confirmée par les faits. Voilà. Bénéfice chez les malades positifs RET, bénéfice chez les malades RET sauvages. Et voilà un malade traité à Villejuif. Là, vous avez une énorme masse tumorale, là et là. Un an de traitement, la masse tumorale qui était là a diminué là, et la masse tumorale qui était là a diminué là. Hein, et le taux de calcitonie, marqueur de la tumeur, 35 000, au bout d'un an, 850. Donc diminution de plus de 90% à la fois du marqueur et de la masse tumorale. Alors, on se demande comment ça se fait. Hein, c'est curieux. Donc on a des explications qui sont plus ou moins bonnes et dont aucune n'est vérifiée. Par exemple, que RET, même non muté, peut être important dans la pathogénie de ce cancer médulaire de la thyroïde, que le GF récepteur est peut-être un mécanisme important alternatif à l'existence de mutations. Et puis, plus probablement, que l'angiogénèse, l'action anti-angiogénique est fondamentale dans la détermination de la réponse. Avec tout ça, Vandetanib a été enregistré, a eu son AMM par la FDA en 2011, par l'European Medical Agency en 2011 également, et en France en 2012. Il y a eu une période d'ATU, autorisation temporaire d'utilisation, qui a duré 18 mois. Donc les pouvoirs publics français ont mis près de 2 ans à accorder un prix de remboursement aux patients, prix de remboursement qui rendait le médicament disponible en pharmacie. 2 ans. Pendant ces 18 mois, 60 malades atteints de cancer médulaire de la thyroïde ont été traités dans le cadre de l'ATU, ce qui me permet de dire qu'en France, le marché potentiel pour AstraZeneca, c'est 40 patients par an, ce qui n'est pas beaucoup. La revue Prescrire, février 2013, dit des médicaments à écarter. Des médicaments à écarter. Le Vandetanib, je lis, parce que c'est quand même un chef-d'œuvre, sans efficacité démontrée sur la survie dans les cancers médulaires de la thyroïde, expose à des effets indésirables graves chez un patient sur 3. Il y a des morts subites. Morts subites dans le cancer médulaire de la thyroïde, on n'en a jamais vu. Les effets secondaires, on sait les traiter, les prendre en charge, diminution de dose, traitement symptomatique.
Et ça, c'est la revue Prescrire, qui est basée sur le fait que l'indépendance vis-à-vis des industriels est une preuve du savoir, hein, ce qui est une ineptie. Ce qui est une ineptie. Pourquoi? Parce que les industriels, quand ils veulent des experts, ils vont voir les gens qui sont vraiment experts. Deuxième molécule, c'est le XL184 cabozantinib qui a les mêmes cibles, hein, VEGF récepteur 2, RET, et puis MET, qui intervient dans l'agressivité tumorale et dans le processus métastatique. Donc le cheminement est un peu le même. Un essai de phase 1 positif, directement un effet de phase 3, même nombre de malades, avec un taux de réponse objectif qui est voisin, et une survie sans progression qui passe de 4 mois à 11,2 mois, les malades étant plus agressifs. Il y a une maladie plus agressive que dans l'essai précédent. Mais on observe des effets qui sont également extrêmement positifs. Voilà la survie sans progression, groupe traité, groupe témoin, placebo, avec un hazard ratio qui est très positif, très significatif. Là encore, la diminution de la taille tumorale qui est observée chez la majorité des malades traités par cabozantinib, mais pas dans l'autre groupe. Cet essai n'avait pas de crossover possible. Donc les malades étaient tirés au sort entre traitement et placebo. Et s'ils progressaient dans le groupe placebo, ils n'avaient pas le droit d'être traités dans le groupe traitement. Okay. Et malgré ça, on a pu montrer des faits sur la survie globale. Pourquoi? Parce que les malades traités dans le groupe placebo qui progressaient ont reçu d'autres molécules, notamment du vondatanib, qui étaient aussi efficaces que le cabozantinib. Donc ça veut dire que mettre en évidence un effet sur la survie globale est une chose extrêmement difficile et parfois impossible quand les tumeurs sont lentement progressives. Là encore, des toxicités qui sont assez importantes, qui sont différentes de celles du vondatanib, mais qui produisent l'arrêt de la diminution des doses chez 79% des malades et un arrêt définitif du traitement chez 20% des malades environ. Donc quand on compare vondatanib et cabozantinib, on a de la toxicité dans les deux groupes. Vondatanib a une demi-vie plasmatique assez longue, 19 jours, donc les malades ne peuvent pas arrêter pour faire la fête, alors que le cabozantinib, qui a une demi-vie extrêmement brève, personne peut arrêter 2 jours, se sent parfaitement bien, peut boire de l'alcool et recommencer dès le lendemain à prendre son cabozantinib et être traité. Donc la compliance de ces molécules orales est assez difficile à contrôler. Hein. Les malades s'aperçoivent très vite comment faire pour survivre. Alors je vous rappelle qu'on cible la protéine RET, on cible les récepteurs VEGF récepteurs au VEGF, et que dans la voie des MAP kinases, la protéine qui est en aval de RET et du VEGF récepteur, c'est la protéine RAS. Hein, et le gène RAS, l'oncogène RAS, est muté dans les 2 tiers des cas des patients atteints de cancer médulaire de la thyroïde sans mutation RET. Donc on a regardé ce qui se passait chez ces malades en fonction du statut RET et en fonction du statut RAS. Et on s'est aperçu, là encore, qu'il n'y avait pas de différence dans le taux de réponse objective et dans la survie sans progression en fonction du statut génétique, RET ou RAS. J'ai presque fini. Ces effets positifs ont permis l'enregistrement de la molécule en 2012 aux États-Unis et en 2014, très récemment, en Europe. Donc, on est parti il y a 10 ans d'une pathologie qui était orpheline de traitement, cancer médulaire, pathologie très rare, pour laquelle aucun traitement systémique n'était disponible, en tous les cas efficace. Et actuellement, on a plusieurs molécules qui ont une efficacité reconnue et démontrée, notamment le vondatanib et le cabozantinib. Donc 2 lignes de traitement qui, je pense, peuvent être utilisées de manière successive et prolonger de manière extrêmement importante la survie des malades.
j'ai quelques malades qui sont traités depuis le début de la phase 2, c'est-à-dire depuis 2005 par Vendétanib, qui sont toujours en réponse partielle et qui mènent une vie quasi normale. Ce qui nous manque là, actuellement, c'est des marqueurs d'efficacité. Marqueurs d'efficacité, vous avez vu que le statut génétique ne détermine pas l'efficacité, contrairement à ce qu'on aurait pu prédire au départ, que le MA, à qui le Vendétanib a été présenté comme un inhibiteur de RET, demande des données complémentaires sur les RET non mutés, sauvages, RET sauvages. Donc tout ça, ça incite à faire des études complémentaires et notamment à comprendre comment une molécule comme ça agit. Le fait que ça soit également efficace dans les tumeurs qui sont porteuses d'une mutation RAS est assez troublante. Parce que quand on regarde ce qui devrait se passer, si on inhibe là et que la mutation est là, la molécule devrait être totalement inefficace. Et en fait, l'efficacité est la même qu'il y ait une mutation là ou là. Alors voilà un exemple là d'un malade que j'ai traité il y a une vingtaine d'années, qui a été opéré en 86, qui est mort 20 ans plus tard, qui a développé des métastases, qui a eu de la chimiothérapie, qui a eu des rayons, qui a eu de la chirurgie de ses métastases, et puis qui est mort de son histoire naturelle. 20 ans d'évolution. Actuellement, on le traiterait par radiofréquence, cryoablation de l'apparition de ces métastases, par inhibiteur de kinase, Vendétanib, cabozantinib, et je pense qu'il serait encore en vie. Voilà. Alors, comment faire pour améliorer nos connaissances? Eh bien, il faut travailler en réseau avec les industriels, monde académique, monde industriel, mais également en réseau de centres de compétences. Et c'est le mérite de l'INCa d'avoir mis sur pied des réseaux de tumeurs rares. Pour chacune des tumeurs rares, une vingtaine de réseaux ont été constitués, dont le réseau tumeur de la thyroïde réfractaire, là, que je dirige, qui a un centre expert national qui est Gustave Roussy, une trentaine de centres en France et dans les îles ultramarines, et qui a comme objectif de produire des recommandations, de faciliter la recherche et de faciliter l'accès à l'innovation pour tous les malades localement, proches de l'endroit où ils habitent. Et vous voyez que dans un essai avec le Vendétanib sur les cancers différenciés de la thyroïde, donc une pathologie voisine mais qui n'est pas tout à fait la même, grâce à ce réseau, les équipes françaises ont pu inclure plus de 80% des malades dans cet essai. L'étape suivante était de mettre sur pied un réseau des réseaux à l'échelon européen dans le cadre de l'ERTC, ce que je suis en train d'essayer de faire, mais ce qui pose des problèmes difficiles, notamment pour caresser les égos de nos collègues européens. Voilà, je vous remercie.